Après le moment onusien, après le moment westphalien et clausewitzien, le moment asymétrique. On passe donc des guerres israélo-arabes, à savoir une série de guerres interétatiques ayant opposé Israël aux États arabes voisins entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 1970, au conflit israélo-palestinien, un conflit asymétrique, puisqu'il oppose un État, Israël, à quelque chose qui n'est pas de nature étatique, un peuple, une société, des organisations de résistance ou terroristes, selon le point de vue, mais en tout cas pas un État. On est bien dans une configuration asymétrique. Alors concrètement, sur le terrain, la manifestation la plus claire de cette situation asymétrique peut être qualifiée de colonisation. Pris dans un sens strict, ce terme renvoie ici à l'installation de colonies de peuplement juif en territoire palestinien. Les Israéliens parleront d'implantation, les Palestiniens de colonies. Ce dernier terme renvoyant implicitement au sens plus large de la notion de colonisation, un sens large connoté négativement, à savoir la domination qu'exerce un État sur un territoire qui n'est pas le sien et son peuple qu'il soumet par la force. Essayons d'abord de cerner les enjeux de cette colonisation vue d'Israël. Le processus s'enclenche dès l'occupation des territoires palestiniens à la suite de la guerre des 6 jours de 1967. On peut dire que durant cette première phase, la colonisation, encore limitée, obéit pour l'essentiel à des considérations géostratégiques. Le contrôle des frontières face à la Jordanie et le contrôle des ressources hydriques. La vallée du Jourdain, à l'est de la Cisjordanie, concentre ainsi la première génération des implantations. À partir de la fin des années 1970, la colonisation prend une coloration plus religieuse et nationaliste. L'évacuation du Sinaï suite au traité israélo-égyptien de 1979 joue en effet comme un avertissement pour les partisans du Grand Israël, Eretz Israël, la terre d'Israël. Les implantations se multiplient alors en Cisjordanie. L'enjeu idéologique pousse alors les colons vers la Judée-Samarie de mémoire biblique. Dans les années 1990, enfin, la chute de l'URSS enclenche une immigration massive de juifs originaires de l'ancienne Union soviétique. En 10 ans, 900 000 d'entre eux arrivent en Israël, soit 15% de la population de l'État hébreu qui est d'environ 5 millions d'habitants à l'époque. Cette arrivée massive, ajoutée à la forte croissance de l'économie libérale et entrepreneuriale israélienne, dopée par la mondialisation, finit par créer de fortes tensions économiques et sociales. L'augmentation du coût de la vie, tout particulièrement de l'immobilier, incite les Israéliens à aller s'installer dans les nouvelles colonies de Cisjordanie. La colonisation joue ici comme une soupape de sécurité par laquelle Israël externalise en quelque sorte ses tensions économiques et sociales internes. Comment construire la paix entre deux entités asymétriques? Comment négocier un compromis lorsque le rapport de force est si déséquilibré? Alors, dans le monde unipolaire des années 1990, la contradiction est levée par la croyance en la capacité de l'hyperpuissance américaine à imposer une paix en quelque sorte hégémonique, une Pax Americana, d'où l'architecture asymétrique des accords négociés à Oslo en 1993 et signés à Washington le 13 septembre de cette même année. L'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat, reconnaît l'existence d'Israël et en conséquence son droit légitime à la paix et à la sécurité. En échange de quoi, Israël, un État, reconnaît non pas l'existence d'un autre État, mais d'une autorité palestinienne, à qui il accorde non pas une indépendance, mais une autonomie. Les éléments non compatibles avec cette asymétrie, c'est-à-dire ceux qui projetteraient la négociation dans la sphère interétatique classique westphalienne, sont remis à plus tard. Ces éléments incompatibles avec l'asymétrie, quels sont-ils? Bien, le statut de Jérusalem d'abord, capitale autoproclamée de l'État d'Israël, mais qui devrait aussi devenir la capitale d'un État palestinien si celui-ci était amené à être reconnu. Le devenir des colonies juives en Cisjordanie ensuite, dont l'existence même vient en contradiction avec toute idée de souveraineté et donc d'intégrité territoriale d'une Palestine étatique. Bref, les accords d'Oslo laissent la Palestine aux portes de la Westphalie, pourrait-on dire, sous la forme d'un embryon d'État
dénué de capitale et en grande partie de territoire. Ce dispositif asymétrique est cependant possible car les accords d'Oslo prévoient la négociation future d'un statut final portant précisément sur ces questions centrales. En attendant, comment inscrire cette asymétrie sur le terrain? C'est l'objet des accords dits d'Oslo II de 1995, qui prévoit un dispositif territorial complexe. Dans le détail, Oslo II va définir 3 zones. La zone A, où l'autorité palestinienne s'exerce pleinement, c'est-à-dire tout à la fois dans les domaines politiques, administratifs et sécuritaires. Cette zone couvre 18% du territoire cisjordanien et correspond en gros à l'espace urbain palestinien. Je rappelle que Jérusalem-Est est exclue du champ d'application de ces accords. La zone B, zone en quelque sorte mixte, où l'administration reste palestinienne mais où la sécurité est du ressort de l'armée israélienne. Cette zone couvre 21% du territoire cisjordanien et correspond en gros aux zones villageoises palestiniennes. L'essentiel du territoire cisjordanien, 61%, reste placé sous l'autorité exclusive d'Israël. C'est la zone C, qui regroupe l'essentiel des colonies israéliennes et la vallée du Jourdain. Alors inutile de retenir dans le détail cette répartition complexe, il suffit d'en retenir l'architecture générale, souvent résumée par l'expression d'une Cisjordanie en peau de léopard. Le dispositif était un dispositif provisoire, permettant d'initier une coopération israélo-palestinienne durant une période intérimaire de 5 ans, 1996-2000, tandis que le statut final serait négocié parallèlement. Bref, cette peau de léopard était censée être un point de départ, voué à être dépassé et donc à disparaître dans un délai de 5 ans. Dans les faits, elle se transforma en un projet avorté qui se figea, se pérennisa, quelque chose qu'on ne pouvait gommer en droit puisqu'il était issu d'un acte international, mais qu'on pouvait détricoter de fait, de facto. C'est ce qu'on appelle la mort clinique du processus de paix, jamais réanimé malgré les multiples tentatives sur lesquelles on peut sans dommage passer. Alors les raisons d'un tel échec sont nombreuses et dépassent le cadre d'un cours de terminale. Celui-ci doit coller à la problématique, ici les processus de construction de la paix. Dans cette optique, les accords d'Oslo sont intéressants en ce sens que leur échec met en avant une des conditions de la résolution des conflits, l'équilibre des forces. L'asymétrie des parties implique en effet que si la partie dominante ne trouve plus d'intérêt à la paix, celle-ci ne sera pas véritablement recherchée. À moins que, comme dans les années 90, une tierce partie, plus puissante encore, ne l'y incite. C'était le schéma de la paix hégémonique. Depuis l'assassinat de Yitzhak Rabin en 1995, on assiste au contraire à l'annexion rampante de la Cisjordanie. Je vous renvoie à la fiche d'activité que vous savez quant au mécanisme de mitage et de confétisation du territoire cisjordanien. La vision du million, la multiplication des entraves aux circulations, tout cela semble au final donner raison à cette idée d'Yves Lacoste, pour qui la géographie, ça sert d'abord à faire la guerre.